Alors, voici Mouloud Boukala, professeur titulaire à l'École des médias, Université du Québec à Montréal, membre du CELAT et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et l'auto-représentation. Il va nous parler de ça et faire des liens entre ces populations et celles issues de l'immigration. Merci d'être là. Madame Marie-Ève Carignan, elle est professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi la directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et j'ai été intéressée, professeur Carignan, par le fait que vos recherches se sont concentrées beaucoup sur l'analyse des contenus médiatiques, l'impact des médias en société, de la désinformation, la communication de risques et de crise, ainsi que les stratégies de communication. Merci d'être avec nous. Vous êtes en France, chanceuse. Oui, je suis avec vous à distance depuis ce matin. Bon, très bien. Et notre troisième invitée, et non la moindre, je l'ai presque présentée tout à l'heure, il s'agit de Leila Savic. Elle est rédactrice en chef et fondatrice d'une plateforme et d'un magazine en ligne, un média de journalisme que moi j'appelais de proximité, mais qui, elle, le nomme de dialogue, essentiellement qui donne la parole et le clavier et d'autres outils à des journalistes issus de l'immigration sur un ensemble de sujets d'actualité et du quotidien. Si vous ne connaissez pas ce média en ligne, allez voir. Il y a vraiment une vraie découverte à faire là. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Alors, Madame Carignan, je pense que je commence par vous. Oui, avec plaisir. J'aimerais, vous avez fait un certain nombre de recherches, je le disais, qui ont aussi abordé, je crois, les défis des journalistes racisés chez nous. Et j'aimerais ça que vous nous parliez un peu des effets du manque de représentativité de ces journalistes dans nos médias et qu'avez-vous appris par ces recherches en quelques minutes? Oui, c'est un sujet sur lequel je me suis intéressée depuis quelques années. Là, on avait certains projets de recherche avec des collaborateurs sur le sujet. Puis, j'ai une de mes étudiantes, Jennifer Anne Baudry, qui a aussi fait son mémoire là-dessus. D'abord, il faut savoir qu'on a l'impression que ce manque de diversité-là est en train de changer dans les médias canadiens. Pourtant, les données ne vont pas dans ce sens-là. Je prends juste un exemple. En 2022, l'Association canadienne des journalistes a fait un sondage dans plus de 200 salles de presse là, à travers le Canada. Puis ce qu'on voyait, c'est qu'environ 80 d'entre elles n'avaient aucun professionnel de l'information qui était issu. 80%? 80 des salles de presse canadiennes, aucun journaliste qui s'identifie aux communautés, que ce soit latine, que ce soit notamment du Moyen-Orient, métis, noirs, autochtones. Donc, il y a vraiment encore un manque de représentativité qui perdure. Et ce manque de représentativité-là a d'abord un effet d'ailleurs sur nos recherches. Donc, quand on essaie de faire de la recherche sur le vécu des journalistes issus des minorités, mais il y a déjà une certaine crainte de parler, de participer aux recherches parce que ces journalistes-là ne veulent pas être identifiés, que ça nuise à leur ascension professionnelle. Donc, il y avait vraiment une crainte de parler puis d'être tout de suite reconnu parce que c'est déjà des journalistes qui parfois se sentent en situation précaire. On voit qu'il y a plus de difficultés d'ascension professionnelle chez ces journalistes-là pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a peu de gens issus de la diversité dans des postes décisionnels dans les médias. Et donc, nos recherches nous ont montré d'abord que ça avait un effet sur nos recherches même, ce manque de représentativité-là. Ensuite, ce qu'on peut voir dans les différentes revues de littérature là, sur le travail des médias et puis la perception des médias, c'est que ça va avoir un effet à la fois chez la population canadienne. Donc, il y a peu de journalistes issus de la diversité, mais va faire en sorte qu'on a un sentiment peut-être que c'est des populations qui sont moins présentes, moins impliquées. Et
chez les populations elles-mêmes qui sont issues de la diversité, ben, on va avoir un plus grand sentiment d'exclusion aussi parce qu'on ne se sent pas représenté ou souvent représenté de façon négative. Donc, dans les entrevues qu'on a fait notamment avec des journalistes, c'est ce qui était souvent soulevé, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les communautés issues des minorités étaient moins représentées, sauf pour des nouvelles souvent très négatives et parce que justement, il n'y avait pas nécessairement de journalistes qui étaient là pour parler de la réalité puis d'une façon positive de ces communautés-là. Et cet automne, justement, avec notre équipe, on a mené une enquête là, sur l'état des médias autochtones au Québec et on voyait cette même réalité-là où beaucoup de gens disaient si on n'est pas dans les communautés, ben on ne sait pas tout ce qui se fait de positif pour en traiter. Donc, c'est un enjeu qui, même s'il semble s'améliorer tranquillement au niveau des communautés autochtones, est quand même très présent. Donc, de pouvoir couvrir le positif finalement et qui donne une image positive qui a un effet aussi sur les populations positives. Est-ce que vous pourriez nous dire, c'est quoi les principaux enjeux que vivent les journalistes qui n'arrivent pas à pénétrer dans 80% des médias canadiens? Je n'en reviens pas. C'est quoi leurs principaux challenges? Qu'est-ce qu'ils vivent le plus comme barrière, comme frein? C'est juste qu'on fait plus d'embauches ou on n'a pas besoin de diversifier? Pourtant, ça fait partie de nos principes canadiens Ben, d'afficher la diversité de notre population. il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'il y a moins de journalistes donc issus de la diversité dans les médias. Dans les entretiens qu'on a fait avec différents journalistes, qu'on a pu voir notamment, c'est que, bon, il y a des journalistes il y a des citoyens qui arrivent aussi avec une perception du métier de journaliste propre à leur pays. Donc, en sachant que parfois le métier de journaliste peut être très soumis à des contraintes politiques, des pressions économiques ailleurs. Donc, parfois, ça peut faire en sorte que quand on arrive au Canada, on n'a peut-être pas nécessairement envie de pratiquer ce métier-là. Donc, c'est sûr que la perception du métier qu'on peut avoir là, en étant issu notamment de l'immigration peut avoir un effet sur notre volonté à devenir journaliste. Donc, ça, c'est déjà une contrainte. Le fait que justement, on ne se reconnaisse pas dans les médias, puis on voit peu de journalistes issus de la diversité, bien, ça aussi, ça peut avoir un effet sur l'envie de pratiquer le métier. Mais enfin, on voit aussi dans les entrevues qu'on a fait, il y avait d'abord cet effet un peu contradictoire, c'est-à-dire que le fait d'avoir des politiques d'EDI, donc diversité d'inclusion des Ouais. journalistes dans les salles de presse, bien, c'est pour encourager, vous le disiez, on devrait en Oui. avoir plus, on met en place ces politiques-là, mais il y avait aussi un effet un peu paradoxal de ces politiques-là où il y a plusieurs professionnels des médias qui nous disaient, ben moi, j'ai pas envie d'être juste une case à cocher, je veux pas qu'on puisse dire j'ai fait mon quota de représentativité et c'est vraiment une expression, là, une case à cocher, notamment dans les travaux que Jennifer Ann a menés là, pendant sa maîtrise où plusieurs journalistes ont répété exactement cette même phrase-là en disant ben, j'ai l'impression d'avoir parfois été engagée pour être une case à cocher alors que je suis un professionnel compétent. J'ai envie d'être reconnue pour mes compétences. Et donc, il y a des journalistes qui Ouais. nous ont raconté, qui se sont fait suggérer de changer de média parce que tel autre média avait besoin de remplir son quota. Donc, il pourrait peut-être avoir un nouveau poste. Donc, au lieu de se faire proposer des promotions à l'interne, on leur proposait d'aller dans d'autres médias qui avaient des quotas à remplir. Donc, ça devient une Oh perception my God. très négative du métier pour ces journalistes-là qui, eux, veulent être valorisés pour finalement leur rapport professionnel de qualité. Et même, ça a un effet sur la représentation que ces journalistes-là peuvent avoir de leurs collègues. Donc, il y a des journalistes qui nous disaient, je deviens très critique envers mes collègues issus de la diversité aussi parce que je veux qu'ils fassent un travail qui est irréprochable. J'aime pas Ouais. quand ils ont un La accent qui est pression. prononcé parce que là, il y a la pression de dire, je veux montrer qu'on est des professionnels qui sont engagés pour notre travail, notre qualité professionnelle et non pas pour remplir des quotas. Donc, ça peut avoir vraiment un effet pervers, ces politiques-là, même si elles se veulent bienveillantes et inclusives là, au départ. Ah, c'est très intéressant d'apporter ça. Euh, Monsieur Boukala, vous êtes Oui. professeur dans une école de médias. Euh, à quoi vous réagissez à ce que vient de dire Madame Carignan? Ça sonne quel genre de cloche chez vous? Ces contraintes que vivent les journalistes issus de l'immigration, quelle réflexion ça vous apporte? Dans un premier temps, j'aimerais peut-être revenir sur la journée d'hier et faire le point avec ce qui a été dit hier, parce que j'ai eu le privilège d'assister aux échanges.
et revenir sur le titre, accéder à soi, accéder à l'autre. Il y a un lien très fort. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur les représentations sociales font le lien entre les représentations sociales et les pratiques, les conduites. Oui. La manière dont on représente l'autre va initier, va structurer nos comportements, nos questions vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Les représentations sociales structurent nos interactions et entraînent des stratégies. Ça va être des stratégies de repli, d'évitement, d'aide, de stigmatisation et autres. Donc ça, c'est le premier point qui me vient à l'esprit. Et le deuxième point qui me vient à l'esprit par rapport aux propos de ma collègue, c'est la question de l'identification. Absolument. L'identification, pas uniquement à l'écran ou derrière l'écran, mais dans le champ professionnel. Et l'identification, je pense que le point important, c'est l'identification. Cette identification, elle doit être possible d'un point de vue structurel. Il faut la penser d'un point de vue structurel, pas uniquement à la fin du processus, au niveau professionnel. Il faudrait la penser en amont, dans le système éducatif. Présenter des personnes issues de l'immigration, présenter des personnes issues de la diversité capacitaire qui ont un métier, qui l'exercent, qui le présentent aux autres et qui sensibilisent les professeurs de l'éducation à leur réalité. Et donc ça, c'est les deux points qui me viennent à l'esprit par rapport à ce qui a été évoqué précédemment. Mais je trouve ça intéressant parce que je voulais vous amener sur le fait que la représentativité des populations dans un journaliste, qui soit d'enquête ou qui soit un présentateur de nouvelles, ou qui, ça joue sur les contenus des médias. Et donc, le lectorat ou les spectateurs se reconnaissent pas, mais ça affaiblit nos contenus de médias quelque part. On se repasse toujours, on le sait, les mêmes nouvelles en boucle. Il me semble que le fait qu'il n'y ait pas cette diversité, ça atténue la force de nos contenus dans nos médias. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de tous les médias et de la tranche journalistique. Je suis plus spécialisé sur les représentations de la diversité capacitaire dans différents médias, cinéma, télévision, ainsi de suite. Donc là, je suis à même de mieux vous parler de ça. Par contre, l'affaiblissement de la qualité des médias en fonction de l'absence de diversité ou du manque de diversité, je ne suis pas en mesure de me prononcer là-dessus. Très bien. Je ne vous torturerai pas plus longtemps. Faites-moi le lien avec justement l'objet de vos recherches et de votre implication par rapport aux médias. Donc, les gens qui souffrent de handicap, comment on les représente. Et hier, vous m'avez dit dans les couloirs, écoutez, il y a tellement de parallèles à faire avec les gens issus de l'immigration. J'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, juste un point d'information, les personnes en situation de handicap représentent 1,3 milliard de personnes au monde. C'est considéré comme la minorité, entre guillemets, la plus importante au monde. C'est autour de 16%, entre 16 et 22% selon les pays, en dehors des pays en guerre. Wow. Donc, en termes de part de marché, c'est assez important si on pense à l'industrie médiatique. Après, nous, avec les collègues, on a créé une base de données et on s'est intéressé, par rapport au Québec, à recenser toutes les productions médiatiques qui présentent un personnage en situation de handicap, un ou des personnages, des personnes neurodivergentes et des personnages sourds. Aussi bien au cinéma, en séries télévisuelles, en bande dessinée, en roman graphique, et ainsi de suite. Ah, ouais. Et donc, ce qui ressort par rapport aux enjeux qui ont été évoqués hier, c'est qu'il y a une augmentation, une forte augmentation des productions médiatiques entre 1980 et 2019. Une augmentation de plus de 200%. Donc, on voit plus de personnes en situation de handicap ou personnes sourdes ou neurodivergentes à l'écran. Donc ça, c'est un premier point. Après, l'autre question qui suit, c'est comment ils sont représentés. Est-ce qu'ils sont représentés dans des rôles positifs? Est-ce qu'ils occupent des rôles primaires, secondaires ou tertiaires? La majorité occupe des rôles tertiaires. Et le rôle diégétique, le rôle dans l'histoire qui leur est imparti, majoritairement, c'est celui de rôle d'allié, d'adjuvant. Donc, ils sont là pour aider une personne capacitée dans sa réalisation.
OK. Donc ça, c'est quand même incroyable que ça soit une tendance. Mais c'est assez récurrent. Et même si je fais le parallèle avec les personnes noires, dans beaucoup de séries télévisuelles, on les voit, elles apparaissent quantitativement, mais ces rôles, c'est des rôles de second plan ou de troisième plan ou des rôles de subalternes. Et ça, c'est assez récurrent. Et là, on retrouve exactement la même chose avec les personnes en situation de handicap. Et si on fait le rôle, une approche intersectionnelle entre personnes en situation de handicap et issus de l'immigration, donc là, on se retrouve avec 2 films pour les longs métrages, Roméo 11 et puis La Déroute. Et puis, si on cherche à trouver un film personnages en situation de handicap et personnes autochtones, il y a un seul film entre 1980 et 2019, c'est Mesnac. Donc, la portion est assez infime. Et puis, ce qu'on se rend compte par rapport à ces personnages, c'est que souvent, ils n'ont aucune profession. Comme par hasard. Ils n'ont pas de profession. Ils n'ont pas de profession. Et puis, quand on discute, un jour, j'avais accueilli une scénariste. J'avais lu son scénario, elle me demandait des retours. Je lui dis très bien. Ton personnage, est-ce qu'il est blanc, noir? Elle me dit ah non, il est blanc, c'est une évidence, je ne l'ai pas mentionné. Mais après, je lui pose la question quel est son métier? Elle m'a répondu il est en situation de handicap. Je lui ai dit mais le handicap, ce n'est pas un métier. Mais dans la manière d'écrire encore, on véhicule de la stéréotypie. Ben oui. Donc, il y a une augmentation des productions médiatiques. Il y en a qui sont nettement plus nuancées, plus pertinentes que d'autres. Mais parallèlement, on produit toujours des productions médiatiques axées sur le handicap, avec des rôles unidimensionnels, c'est le handicap, avec un arc évolutif très faible. Ouais. On ne développe pas. Et c'est des personnages essentiellement de soutien. Et l'autre point qu'on retrouve un peu moins par rapport aux personnages des migrants issus de l'immigration, c'est qu'on demande à des personnages capacités de jouer des rôles de personnes handicapées. Ouais. Et ça se faisait plus avant, mais vous avez raison, ça peut. Je ne sais pas si on oserait maintenant. Est-ce qu'on le fait encore? On engage, donc là on parle d'usurpation corporelle, ou pour les personnages sourds, on demande à des personnages entendants d'apprendre la langue des signes qu'ils vont mal maîtriser et de signer durant le film de manière assez maladroite. Donc ça, c'est un peu les réalités du moment. Je pense que ça nous donne un portrait très percutant. Léla, vous avez fondé La Converse, j'en parlais tout à l'heure. C'est un média donc en ligne avec des articles où les angles sont différents parce que ils sont signés par ceux qui vivent souvent l'exclusion dont on va parler. Et on ne parle pas que d'exclusion dans La Converse, mais j'ai beaucoup aimé une citation sur votre site, parce que les histoires de chacun doivent être entendues, dites-vous, sur votre site. Parlez-nous de votre rayonnement ici, qui vous lie ici et ailleurs. J'aimerais ça avoir un peu cette donnée-là. D'accord. Déjà, La Converse, c'est un média voilà, plus près de votre bouche. Pardon, je n'ai pas l'habitude de prendre le micro. D'habitude, je suis derrière. Ah. Alors, déjà, La Converse, c'est ça. C'est un média qui a été créé en 2020 pour pallier justement à tout ce qui a été nommé. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais aux études en journalisme, je remarquais que moi-même, y compris mes collègues racisés, on n'avait pas de poste à Radio-Canada, alors que mes collègues blancs, qui étaient des fois plus jeunes et j'ose le dire moins compétents, avaient déjà des postes dans les émissions matinales, voilà. Et donc, je trouvais ça très frustrant, bien sûr, au niveau, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. Je pense que la tokenisation, c'est peut-être pas un mot français, mais c'est un calque, là, est vraiment très présente dans les médias québécois, beaucoup plus que dans les médias anglophones, même médias québécois francophones. Je pense qu'il y a vraiment une scission. On a juste à marcher dans le couloir. Moi, je l'ai vécu, à marcher dans le couloir de Radio-Canada. D'un côté, tu as Radio-Canada, de l'autre côté, tu as CBC. CBC a des personnes autochtones, sud-asiatiques, noires,
tout ce que tu veux. Moi, même quand je suis allée dans le sous-sol, écoute, c'était le Montréal que moi je connais. Et quand je rentre du côté de Radio-Canada, je veux dire, il n'y a même pas de Polonais. Il a oublié la diversité. Là. Il n'y a pas d'Italien, il n'y a pas de Polonais, il n'y a pas de Grec. Tout le monde est blanc, québécois, de Montréal, puis maintenant de la petite Italie. Fait que je pense que c'est un problème. Tout le monde se connaît, il y a de l'entre-soi. Et puis la presse, c'était pareil. J'ai commencé en étant la première cohorte des stages de la diversité. On était 4, puis on était les 4 personnes racisées de la presse. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, et en plus de ça, là, je ne vais pas revenir sur toutes mes expériences, mais généralement parlant, ce qu'on a constaté, ce que j'ai vécu, et ce que tous mes collègues ont constaté aussi, je faisais partie aussi, j'en fais encore partie d'un regroupement qui s'appelle Canadian Journalists of Color, parce que justement, c'est comme un groupe informel qui a été créé entre journalistes racisés. Puis ce qu'on dit souvent, c'est ça, c'est qu'on veut des personnes racisées, certes, mais est-ce qu'on leur donne vraiment le pouvoir de changer l'écosystème et donc de changer, de faire de la diversité? Et pour moi, c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire, oui, on veut de la diversité, mais ça vient avec quelque chose. Ça vient avec des histoires qui sont différentes. Ça vient avec des approches qui sont différentes. Ça vient avec une raison d'être qui est différente. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la presse, je me suis fait dire, est-ce que tu peux aller à la section pause? Puis moi, je suis d'origine rom, les personnes roms dans les médias, notre relation au journalisme est très traumatique. Donc, je ne suis pas devenue journaliste pour voir, je le dis souvent, mais pour voir ma face dans tes... je suis devenue journaliste parce que, pour des raisons de discrimination, parce que je pense que c'est politique. Ma présence dans l'écosystème journalistique est politique et c'est pour reprendre le contrôle quelque part sur mon narratif. Et la plupart des journalistes issus de la diversité, qui ont vécu, ou de la diversité, ou qui ont vécu la guerre, qui ont vécu quelque chose, je ne sais pas comment dire autrement, c'est pour ça qu'ils sont devenus journalistes. C'est quelque part pour redorer, si vous voulez, cette image ou reprendre le contrôle sur notre narratif. Or, quand on arrive dans un média, puis on se fait dire, ben, il faut commencer quelque part. Moi, on m'a dit, tu sais, va couvrir la section pause, puis il parle de couches, puis de crème solaire. Mais excusez, je ne suis pas devenue journaliste pour parler de couches et de crème solaire. Donc, je pense que, je ne réponds pas à votre question, mais je pense que c'est important de le nommer. Moi, Voilà. je bois vos paroles et je veux comprendre le lien que vous avez fait avec Converse et comment vous choisissez vos sujets et vos journalistes et qui vous lit. Ouais. Ben, en fait, la Converse est simple. En fait, notre sujet vient des communautés qu'on sert. Donc, c'est les communautés avec lesquelles on discute et qui viennent nous dire ce qu'elles veulent. Et c'est à partir de là qu'on écrit, qu'on construit et qu'on crée, tout simplement. Donc, c'est pas mal ça. Nous, on ne décide pas des sujets entre nous dans la salle de presse. Donc, je pousse les journalistes à aller sur le terrain, à faire ce que j'appelle des one-to-one et je leur demande d'aller demander vraiment aux gens ce qu'ils veulent. On crée des espaces de dialogue aussi où est-ce qu'on invite des gens à venir à la Converse pour nous raconter leurs préoccupations. Donc, c'est la question qu'on pose tout le temps. C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi vos préoccupations? C'est à partir de là qu'on construit les reportages qu'on crée et les projets qu'on crée. Qui nous lit, qui nous connaît. Mais en fait, nous, dans la Converse, on est dans un journalisme de dialogue. Donc, on n'est pas nécessairement juste pour les personnes racisées. C'est un média qui a été créé par moi, qui est une femme racisée et avec lequel je construis avec d'autres, surtout des femmes racisées, parce que l'intersection, c'est important. Et voilà, il y a plusieurs enjeux que je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense qu'en tant que femme racisée, il y a une certaine compréhension, il y a une manière de voir les communautés aussi qui est différente et l'engagement communautaire qui est très différent. Et bref, ça fait en sorte que on est lu par des personnes racisées, par le public, mais on est aussi lu par des personnes blanches. Et on est aussi très proche des jeunes. Donc, pour répondre aux questions de madame, à la Converse, c'est vrai que c'est un média qui est très connu par les jeunes, par les gens de quartier, par Montréal-Nord, par Saint-Michel, par Côte-des-Neiges, etc. Nous, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire autrement, mais le hood, c'est au cœur de la Converse aussi. Donc, voilà. Et je vous raconterai une histoire pour répondre à ça. Le premier reportage de la Converse qui s'appelle Nourrir pour réunir, qui a été écrit par Takwa Sissi, qui est une journaliste d'origine tunisienne qui porte le hijab. Je le dis parce que c'est important, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui portent le hijab en français au Québec. Et elle avait écrit un reportage extraordinaire durant le Ramadan, en plein COVID, pour parler des initiatives qui se faisaient pour redonner durant le Ramadan, parce que c'est une période de dons aussi. Et on mettait de l'avant Sister Sabria, qui est une femme extraordinaire qui donne à manger à tout le temps, à tout le monde. Bref, et un monsieur québécois qui se présente à sa porte, un monsieur catholique québécois,
un boomer, je ne sais pas comment dire autrement, bref. Et il se pointe à sa porte et il dit, alors elle pensait qu'il voulait à manger. Donc, elle dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, non, je suis là pour vous soutenir. Puis, il lui a donné un chèque de 60 000 parce qu'il a dit, je vous ai lu dans la Converse, puis vous me faites penser à Mère Teresa. Fait que pour moi, le journalisme de dialogue, c'est ça. Puis, je le dis tout le temps avec Takwa, nous, notre Pulitzer, c'est ça. Fait que je pense que la Converse, c'est ça aussi. C'est de créer ces ponts-là entre des gens qui n'ont rien à voir, qui peut-être en ont rien à C'est foutre fabuleux. de ces enjeux. Puis dans ma carrière journalistique, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que c'est pas de prêcher aux convertis, c'est de faire en sorte que la personne qui n'est pas intéressée et interpellée par ces enjeux-là puisse l'être. Et c'est les retours qu'on a du travail qu'on fait. Voilà. On parlera tout à l'heure, si vous le voulez, des autres éléments de votre plateforme, notamment l'école de la Converse, qui m'a plu beaucoup. Mais Madame Carignan, je voudrais, à partir du témoignage de Léla, vous entendre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le parcours, les défis rencontrés par les journalistes issus de l'immigration, comment ça influence leur ascension professionnelle. Léla vient d'évoquer qu'elle au fond, à un moment donné, elle a tourné le dos aux médias traditionnels parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas l'espace là pour faire le journalisme qu'elle voulait faire maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, des difficultés d'ascension? Oui, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous rapportiez, Léla, que je reconnaissais dans des discours que j'ai entendus chez des journalistes. Donc, vraiment beaucoup de points communs. Justement, ça, le fait que ça devient très difficile d'avoir accès à l'ascension professionnelle, notamment parce que, bon, justement, il y a peu de journalistes issus de la diversité dans les médias. On a l'impression qu'il y a un frein, que c'est plus long faire sa place puis monter. Mais aussi une espèce de désillusion. Donc, il y a des journalistes qui nous racontaient qu'ils étaient arrivés notamment dans les médias, en espérant faire une différence, justement, ce que j'entendais, on veut changer les choses, on a aussi un engagement un peu politique. Donc, l'idée, par exemple, de vouloir apporter une image positive de la communauté, des nouvelles qui ne sont pas nécessairement négatives, plus constructives. Et ce que plusieurs journalistes nous ont raconté, notamment, c'est une espèce de blocage, c'est-à-dire qu'on se faisait dire que la déontologie journalistique prône une espèce d'image où on parle d'objectivité, même si on sait que l'objectivité n'existe pas vraiment en journaliste. Là, on serait plus dans une subjectivité certainement. réaliste. Mais bon, l'image quand même qu'on a toujours eue de il faut être objectif quand on est journaliste, mais emmène certains bâtons dans les roues aux journalistes qui veulent faire ça, donc emmener une image positive de leur communauté où ils se font dire, ben votre rôle, c'est d'être indépendant, c'est de ne pas être impliqué dans la nouvelle. Puis là, c'est comme si ils se sentent pas légitimes de pratiquer le journalisme en essayant d'apporter ces nouvelles constructives-là dont ils se sentent partie prenante parce qu'ils se font sentir à ce moment-là en manque d'indépendance journalistique, en conflit d'intérêts, pas respecter les codes de déontologie finalement. Et ça peut aussi venir décourager un peu certains journalistes qui arrivaient pour faire cette représentation positive-là et qui se font dire, ben quand je le fais, on me dit qu'on manque d'objectivité. Et ça va à un tel point où il y a des journalistes qui racontaient que, par exemple, ils avaient couvert des nouvelles d'actualité liées à leur communauté, comme beaucoup d'autres journalistes qui soient issus de la diversité ou blancs, qui couvraient des nouvelles d'actualité, mais qui impliquaient leur communauté. Et là, ils se faisaient écrire par des gens du public comme quoi ils étaient en conflit d'intérêts et partie prenante lorsqu'ils couvraient des nouvelles qui concernaient leur communauté, alors qu'il n'y a pas de journalistes blancs qui se font écrire « tu es en conflit d'intérêts quand tu couvres l'actualité générale du Québec, finalement. » Donc, c'est comme si on ne juge pas de la même façon les journalistes issus de la diversité quand ils couvrent leurs propres nouvelles, finalement. Et ça peut vraiment décourager dans l'ascension professionnelle, puis cette espèce de perspective-là où on sent qu'en haut, il y a peu d'exemples de directeurs de l'information, de patrons issus de la diversité. Donc, c'est certains effets qui peuvent être décourageants, notamment dans l'ascension professionnelle. Hier, on en parlait avec une conseillère EDI de Radio-Canada que vous connaissez, Chen Tep, qui disait il faut viser toutes les failles pour monter dans les organisations et en effet changer la manière de diriger les médias, la manière de commander des textes, la manière de diversifier les contenus. Et il faut
infiltrer tous les réseaux d'influence parce que autrement on n'y arrivera pas, parce que les résistances sont là. Mouloud, est-ce que vous enseignez les médias? Est-ce que, par exemple, vous pourriez enseigner autant un article de Converse et les mettre en relation avec quel est comment je pourrais dire, comment ça peut vous servir dans votre enseignement, ce que vous entendez de la part de Mme Savitch? D'un point de vue factuel, donc à l'université, dans le programme de journalisme et dans d'autres programmes, notamment de cinéma, il y a très peu de diversité. Soyons clairs. Donc, soyons clairs. Donc, on nous dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on peut offrir des bourses, mais s'il n'y a personne pour aller les décrocher, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut remonter réellement en amont pour comprendre là où est les problèmes et comment inciter les personnes issues de la diversité ou les personnes de la diversité capacitaire en leur disant « vous avez votre place dans l'industrie médiatique ». Ça, c'est un message qu'il faut rabâcher. Vous avez votre place dans l'industrie médiatique. Et ça, ce n'est pas du tout le cas. Et après, quand nous, on a mené des recherches avec des personnes de la diversité capacitaire, on s'est rendu compte qu'à toutes les personnes, à toutes les phases de la création, il y a des obstacles. Dès la scénarisation, elles ont du mal à scénariser, à écrire. Donc, admettons, si on prend l'exemple de personnes sourdes qui décident de déposer une vidéo, un scénario en LSQ, ça n'existe pas, c'est pas accepté. Il faut passer par une demande papier. Donc, elles font leur pitch, le scénario en langue des signes québécoise, elles payent quelqu'un pour le traduire en français, elles le déposent en français. Donc, on a une série d'obstacles. Après, on pose la question de la professionnalisation. Comment on rentre dans le métier, par exemple? Toutes les personnes nous disent, oui, c'est lors de la formation, on se crée notre cohorte, on se crée un groupe d'amis, et c'est par le réseautage. On interroge les personnes, comment on fait pour réseauter le 5 à 7? Ok, très bien. Je demande aux personnes capacitées, le 5 à 7, c'est comment pour toi? Physiquement, on n'y a pas accès. Quand on y a accès physiquement, il n'y a pas d'interprétation. C'est en fin de journée, on est épuisé. Les personnes dites à mobilité réduite, on n'arrive pas à communiquer avec les personnes qui sont debout. Il y a un brouhaha. Et puis, l'autre point, si on a des prises de médicaments à prendre, il n'y a pas d'espace. Donc, une des entrées est fermée. Et tout le long de la chaîne de création, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Pareil pour la production. On se dit, oui, les producteurs sont en vase clos et ne connaissent pas du tout les réalités des personnes de la diversité capacitaire. Et ça, c'est assez récurrent. Et l'autre point qui est important de soulever par rapport au travail qui est mené en termes d'EDI, notamment par Radio-Canada, il faut saluer leurs efforts, mais on ne devient pas scénariste, même avec une formation accélérée, du jour au lendemain. On ne devient pas réalisateur du jour au lendemain, ni producteur du jour au lendemain. Donc, il y a une dimension temporelle qui est importante à prendre en considération. Et l'autre point, c'est sensibiliser les maisons de production indépendantes qui, elles, produisent du contenu et qui les vendent à Radio-Canada sans prendre en considération le vécu des premières personnes concernées. Il y a cette phrase « rien sur nous, sans nous », qui serait bon de rappeler à certaines maisons de production indépendantes. Absolument. Très clair. Léla, je veux revenir parce que madame, tout le monde en parle finalement, c'est cette formation à donner pour avoir des nouveaux professionnels. Vous vous êtes attaqué aussi à ça sur votre plateforme. Racontez-nous un peu ce qui vous a poussé à faire ça et quelles pratiques originales vous avez pour fédérer des plus jeunes au journalisme de dialogue que vous proposez. Ouais. Alors, quand j'ai lancé la Converse, voilà, notre mission est assez claire. Et en fait, il y a peu de journalistes encore aujourd'hui francophones qui proviennent des communautés. Et là, je vais ajouter un point qui sont deeply rooted. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une intersection race, classe, genre dans l'écosystème québécois.
C'est-à-dire que des gens qui sont issus de la diversité, qui sont francophones, qui ont envie d'écrire en français, qui ont envie d'être journalistes et qui en plus sont encore incrustés dans leur communauté. Parce que nous, c'est ce qu'on veut. Je veux pas quelqu'un qui va écrire sur les personnes blanches. Je veux quelqu'un qui connecte avec le monde de Montréal-Nord, qui connecte avec le monde de Saint-Michel, qui connecte avec les mamans, qui connecte avec les femmes migrantes, qui connecte avec les demandeurs d'asile. C'est pas ce qu'on a dans l'écosystème québécois généralement parlant. Il y a un aspect de classe qu'on ignore avec l'aspect racial. Et Absolument. donc, c'est-à-dire que cette ascension-là arrive naturellement, c'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par le journalisme, des fois, généralement parlant, il y a, je vais le dire, il y a un trait de je veux me montrer, je veux paraître, je ne sais pas comment dire autrement, il y a un trait de narcissique. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux des travailleurs sociaux. Je veux des journalistes travailleurs sociaux. Et ces gens-là, ben, il y en a peu. Ils n'existaient pas dans l'écosystème que j'avais. Donc, je n'avais pas le choix, il fallait que je l'écris. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, malgré moi, je suis devenue professeure à la Converse depuis le début. Donc, je prenais des gens qui avaient un ancrage communautaire, mais qui n'avaient pas d'ancrage journalistique. Et c'est ce qu'on fait encore, et avec lesquels on leur apprend ces bases-là, parce que je trouve que c'est plus facile d'apprendre à quelqu'un, faire du journaliste une recette, qu'apprendre à une personne qui est un peu raciste et déconnectée à ne pas l'être. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste en DEI, puis ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ça. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que, comme l'a dit Mouloud, c'est quelque chose qui se fait très tôt. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des 16-18 ans, 18-22, 22-30 aussi. Mais pour moi, je vous avoue que mon point faible, c'est les 16-22, parce que c'est vraiment des jeunes avec lesquels on arrive à créer ce changement. D'ailleurs, mardi, on avait une école converse avec des jeunes. Puis j'avais fait un petit atelier journalistique. Puis là, la semaine prochaine, ils viennent plus tôt, ils quittent l'école plutôt pour être là, pour être avec nous, pour apprendre ça. Donc, ils veulent être là. On est supposé de faire 2 séances. J'ai réussi à avoir un peu plus de financement pour que ça soit 4. Et si j'avais l'argent, j'en ferais 10 avec eux. Mais je ne l'ai pas. Donc, bref, on arrive à convertir des jeunes au journalisme en leur montrant que, de un, c'est vrai qu'ils viennent dans un espace qui est un safe space pour eux. Ils viennent dans un espace où ils sont accueillis par des femmes racisées, par d'autres personnes racisées qui leur ressemblent et qui bondent avec eux sur ce qu'ils vivent et qui comprennent et qu'ils ont leur code aussi. Et où est-ce que, moi, leur slang montréalais, je l'accueille. Si vous venez à la Converse, c'est franglais. Puis on parle de rap, puis on parle de ce qu'on vit. Voilà. Donc, je pense que d'accueillir pleinement ces personnes-là avec tout ce qu'ils représentent, ben, je pense que c'est ça que ça prend. C'est pas demander à ces gens-là de fitter dans une boîte où est-ce qu'on les accueille pas. Ouais. Donc, bref, c'est ça, l'école. Et vous pouvez prolonger leur enseignement en mettant sur vos plateformes leur production. Absolument. Puis c'est d'une qualité. Hier, il y a quelqu'un qui vous a rendu hommage, C'est vrai. Madame Garnier, qui a été interviewée par vous au, c'était, oui, quand je disais par vous, je parlais du média. Je parle à la directrice de la Converse. Et donc, elle disait devant tout le monde combien elle avait été impressionnée par la qualité du reportage qu'elle avait lu, où elle était une des d'habitude, on va faire du millage sur l'experte, mais elle dit là, il y avait beaucoup de gens en situation qui étaient au cœur du reportage. C'est ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est super important de ne pas parler. D'ailleurs, on ne fait pas de nouvelles, on ne fait pas de nouvelles rapides. Donc, on prend vraiment le temps d'être ancré avec les personnes avec lesquelles on travaille. Mais pour revenir sur la question de l'éducation, je pense que l'éducation se fait quand elle se prend tôt, mais quand elle se fait bien, puis en donnant les ressources aux personnes et la confiance nécessaire pour faire ça. Puis, je vais nous lancer une petite fleur. Il y a un texte de l'École Converse qui vient d'être nominé pour le prix des journalistes canadiens. Et donc, c'est le dernier reportage qu'ils ont fait dans l'École Converse et c'est 3 jeunes qui ont été nominés là. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Parmi eux, des jeunes de 18 ans, 20 ans, donc des jeunes qui n'étaient pas journalistes, qui ne sont pas journalistes de formation, qui le sont devenus avec nous. Donc, je pense qu'effectivement, quand on veut vraiment faire de la diversité pour de vrai, ça se fait. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. L'enjeu du financement, vous l'avez évoqué, Madame Carignan. Alors, il y a des problèmes, il y
il y a des programmes pour inciter des médias plus traditionnels, vous le disiez, à avoir une représentation et se conformer à des critères EDI. Est-ce que vous avez évoqué un certain nombre de lacunes que ça peut créer aussi? Mais est-ce qu'on peut voir aussi une valeur ajoutée actuellement à ces programmes-là et quelles sont les limites? Et est-ce que les médias vont les chercher pour prendre la cagnotte qui vient avec ou si, au fond, on a semblé hier comprendre qu'on était comme dans une tendance, un changement qui pouvait se retourner après quelques temps. Mais actuellement, il y avait comme une volonté d'un certain nombre d'institutions à mettre de l'avant cette diversité et cette diversité de contenu. Alors, la question est épouvantablement longue, mais je voudrais vous entendre sur le financement en fonds de programme. Qu'est-ce qu'il vient faire? Comment il change la donne? Que ce soit le financement ou les initiatives, c'est certain que ça a du positif parce qu'on montre qu'il y a une place pour la diversité. Comme je disais, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour avoir cette diversité-là, déjà, on sent qu'il y a un effort. C'est à double tranchant parce que, comme je le disais, est-ce que parfois certaines personnes sentent qu'ils ont été engagées plus pour répondre à cet effort-là que pour leurs compétences? C'est là que, en tout cas, notamment quand on parle à certains journalistes, on sent une tension d'avoir encore plus à se prouver pour justement montrer qu'ils ont leur place dans les médias. L'autre problème, c'est comme il y a peu de gens à la direction qui sont issus aussi de la diversité. Donc, c'est d'aller engager des journalistes, oui, mais aussi d'aller engager des rédacteurs en chef, des directeurs de l'information qui sont issus de la diversité parce que ces personnes-là qui vont être plus à des postes décisionnels vont avoir une sensibilité aussi sur certains sujets, sur certaines réalités. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir cette représentation-là dans ces postes-là, en tout cas selon les données là, que j'ai pu observer ces dernières années. Donc, il y a du travail qui se fait, puis je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations. Les journalistes le sentent, cette ouverture-là, mais sentent qu'il y a encore des défis pour eux afin justement de se sentir légitimes parce que ce que certains journalistes racontent, c'est notamment qu'ils vont s'auto-censurer quand on leur demande un avis sur des décisions, par exemple, de direction, ils n'osent pas toujours se prononcer parce qu'ils sentent encore que leurs postes sont peut-être plus fragiles que d'autres. Donc, un exemple, le Conseil de presse du Québec, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, on a eu beaucoup de cas de plaintes où des gens disaient qu'on mentionnait justement l'origine de personnes d'une façon qui n'était pas nécessaire et pas nécessairement bénéfique à l'information. Donc, parler, par exemple, d'un crime puis identifier l'origine de la personne. Oui, oui. Donc, ça arrivait souvent dans le passé. Ça semble arriver de moins en moins. Donc, on sent qu'il y a eu cette sensibilité-là. Comme je le disais, notamment dans nos recherches sur les médias autochtones, on a vu la même chose. Il y avait une perception quand même qu'il y a vraiment une évolution positive dans les médias québécois sur la représentation des médias autochtones. Et ça vient beaucoup du fait que maintenant, on voit qu'il y a plus de journalistes issus de ces communautés-là dans les médias. Donc, ça a vraiment un effet positif, mais il reste quand même cette crainte-là. Donc, je pense à une journaliste, entre autres, qui racontait qu'elle avait essayé d'expliquer à un collègue que mentionner l'origine de la personne qui avait commis un vol, donc on parlait de vol de voiture, puis bon, de mentionner l'origine des personnes noires dans l'article en l'occurrence. Elle expliquait à son collègue, ça va juste contribuer à nourrir un préjugé alors que c'est vraiment pas nécessaire à la compréhension de l'article. Et elle disait ses collègues de la salle de rédaction ne comprenaient pas son point de vue. Et donc, après l'avoir répété 2 fois, de peur de se faire dire qu'elle venait finalement nuire à l'environnement médiatique, elle a choisi de se taire, donc vécu avec l'article qui contribue à perpétuer des stéréotypes. Donc, il y a encore une crainte de se prononcer qui est là, mais on sent quand même qu'il y a une amélioration. On le voit dans plusieurs communautés, comme je vous le disais, l'exemple des communautés autochtones était assez frappant parce que quand on a fait notre travail, on voyait vraiment qu'il y avait quand même une dimension très positive sur le fait qu'on avait l'impression qu'on commençait à voir d'une façon un peu plus positive les communautés dans les grands médias. Et c'était vraiment lié à l'embauche de journalistes issus de ces communautés-là. Et sans doute, il y a tout un travail de formation à la confiance en soi. Hier, on entendait aussi une participante dire l'importance d'insinuer dans votre ADN que vous avez raison, vous êtes légitimé d'être là. Et ça, c'est quelque chose que vous
vous devez, j'imagine, dans votre école, mais j'aimerais aussi vous entendre sur le financement. Avez-vous le financement qui vous convient? Je sais bien que poser la question, c'est y répondre. Mais comment vous diversifiez vos sources de financement? Comment vous réussissez à tenir ce projet de plateforme si diversifié aussi dans son offre? Ben, en fait, non, on n'a pas le financement qu'on a besoin pour faire ce qu'on fait, tout simplement. Et je pense le financement qu'on mérite aussi pour l'impact qu'on Absolument. a. Donc, déjà, j'ai lancé la converse avec 5 000 $ américains de Facebook Journalism Project qui n'existe plus. Et voilà, tout simplement. Et après, c'était de fil en aiguille, continuer à aller essayer de voir des bailleurs de fonds. Donc, nous, on a beaucoup misé sur le financement philanthropique. Mais en fait, le financement philanthropique au Canada, il n'y en a pas assez pour les journalistes et pour En les effet. médias. Je fais beaucoup de voyages aux États-Unis avec plusieurs collègues qui ont beaucoup d'affinités avec le travail qu'on fait, des collègues des médias, d'ailleurs, qui sont vraiment très similaires à nous. Par exemple, à Chicago, il y a plus de 10 millions de dollars de financement pour des médias comme nous. Il y a une effervescence de représentation aussi de la part de ces médias extraordinaires qui font un travail vraiment remarquable et ça change quelque chose pour la vie des gens et dans la vie des gens. Au Canada, il n'y a pas ça. Il y a quelques financements, quelques fondations philanthropiques qui investissent dans les médias, mais c'est encore tellement marginal qu'à chaque année, moi, je vis toujours un stress de est-ce qu'on en a assez? Est-ce que je ferme dans 8 mois? Comment je continue à faire financer ça? Puis je pense qu'une question en fait qui est présente, c'est qu'on parle beaucoup de sustainability. How are you going to be sustainable? How are you going to be sustainable? Ce qu'on fait, c'est pas du sustainability, c'est pas un business model. Pour moi, le journaliste, ça devrait pas être un modèle d'affaires, c'est un service à la population, tout simplement. Et vous êtes sans but lucratif? Effectivement, on est un OBNL. Donc, en fait, on reçoit quelques financements philanthropiques. Du niveau du gouvernement, c'est très, très peu. Ça, c'est fédéral. Québec, on reçoit absolument rien parce qu'apparemment, on ne fait pas toutes les cases. Et ce que je trouve désolant, c'est qu'au Canada, je veux dire, il y a du financement qui est offert aux médias, mais quand on regarde même le 100 millions de dollars qui va être donné par Google, moi, je suis allée voir Google, puis j'ai dit, j'espère que vous allez réserver une partie de ce financement aux médias qui sont BIPOC-led. Parce qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y aura une politique à cet effet. On s'entend que cette loi-là a été spécifiquement créée pour les grands médias et pour l'intérêt des grands médias. Donc, les médias menés par des personnes racisées et autochtones qui changent vraiment la donne dans l'écosystème seront vraiment les perdants, les grands perdants de cela. Donc, on essaie justement de voir avec d'autres médias comment on essaie de faire changer la donne, mais c'est très difficile de faire ça, à moins qu'on fasse partie du Boys Club. Et ça, c'est une autre affaire que je remarque quand je suis présente à ces conférences. C'est un Boys Club. Puis moi, j'ai bien beau essayer de parler à ces personnes-là, puis de leur faire comprendre, mais c'est tellement lourd à porter et ça ne marche pas tout le temps. Et donc, c'est une question de leadership, oui, je travaille là-dessus, mais à un moment donné, je suis journaliste, je ne suis pas une vendeuse non plus. Donc, on travaille avec certaines personnes pour nous aider à faire ce développement-là, mais je pense que ça prend beaucoup plus que ça. Puis, il n'y a pas que moi, il y a The Result qui fait un très bon travail, il y a Indigenews, ABC. Donc, on a certains médias que je pense qu'ils font vraiment un travail pour servir ces communautés-là, qu'ils ont une autodétermination, mais on ne les finance pas assez à la valeur de ce qu'ils font. Donc, puis après, ce qui est plate, c'est que tout cet argent-là, soi-disant pour la diversité, va, je vais dire, à Radio-Canada, à la presse, au Devoir, qui ne font pas, je vais dire la vérité, un travail de fond pour vraiment servir les communautés. Donc, si on veut vraiment servir la diversité, puis on ne finance pas les médias menés par ces personnes-là, ce n'est pas du tout équitable. Puis je pense que, M. Roux, Jean-Yves Roux l'a dit aussi, là, de se battre pendant 3 ans pour pouvoir avoir une station de télé menée par la diversité, c'est inacceptable dans un contexte canadien. Est-ce que nous aurions quelques questions de la salle? Madame Garnier, allez-y. J'en ai une autre là. Merci beaucoup. C'est une question pour Madame Savitch. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. C'est énormément apprécié. Et nous, à l'université, on se sert aussi de vos articles dans nos cours parce que non seulement ça donne une voix aux étudiants, mais ça montre aussi plus au cycle supérieur. Enfin, là, moi, j'enseigne en géographie, mais les cours de migration, donc je n'enseigne pas du tout la com. Mais on a la maîtrise pour montrer comment est-ce qu'on peut écrire différemment. Donc, la prochaine fois que j'ai mon cours de maîtrise, je vais les utiliser. Mais bon, là, vous avez parlé des gros défis que vous avez, mais pour nous, on est à Québec. Est-ce que la converse pourrait aussi, enfin, est-ce que vous imaginez que ce serait possible de dépasser Montréal pour ce que vous faites?
Ben, on aimerait ça, mais je veux dire, je fais avec ce que j'ai. Des fois, j'ai quelques pigistes qui nous écrivent de Québec, d'Ottawa, même de BC, puis on collabore avec eux. J'ai une pigiste qui est actuellement au Liban, puis à l'occasion, elle fait des textes pour nous. Moi, c'est clair que je pense qu'on voudrait vraiment être plus et en faire plus, mais en ce moment, il y a des gens qui nous ont proposé d'ouvrir à Marseille. Je me suis fait dire aux États-Unis, d'ailleurs, si vous ouvrez aux États-Unis, je vous finance. Mais ce n'est pas pour les États-Unis que j'ai créé la Converse. C'est pour le Québec, principalement. D'ailleurs, bientôt, on va être bilingue, là, ça s'en vient dans les semaines à venir, mais je pense que c'est nécessaire, mais on ne peut pas non plus faire tout ça sans les moyens nécessaires. Et moi, je ne crois pas au virtuel. Moi, je ne suis pas une personne, le Zoom, là, j'en veux pas. Le journaliste, ça ne s'apprend pas derrière un écran, ça s'apprend avec des personnes dans une salle de presse. Donc, je pense que si on était pour ouvrir une branche au Québec, il faudrait que je vienne dans la ville, puis avec notre équipe, qu'on développe des affaires sur le terrain avec ces personnes-là, parce que c'est un travail qui ne se fait pas sur un bureau. Voilà. Bonne réponse. Il y avait une question de Destiny. Commentaire puis question. Merci beaucoup, merci pour vos présentations. Il y a un mot, moi, qui est beaucoup revenu ce matin. On en parlait déjà un peu hier, mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était un peu au cœur, ça revenait souvent depuis le premier panel. Et c'est directement en lien avec les enjeux de représentation. Et c'est le mot communauté. Communauté, et je le vois même dans la manière dont certains médias donc alternatifs se définissent aujourd'hui. Natif se présente comme la chaîne dédiée aux communautés francophones racisées. La Converse, vous présentez comme un média francophone qui rapporte les réalités des communautés marginalisées dans le but de créer donc, du dialogue, vous l'avez bien démontré. Et finalement, moi, je reviens sur cette notion de communauté pour attirer l'attention sur le fait que quand on parle par exemple de communauté ethno-culturelle, on a l'habitude et tendance à appréhender cela d'un point de vue de Québec comme un bloc, une entité un peu monolithique. Ouais. Et ça finit par finalement remettre encore les gens dans des cases et dans des catégories et vient davantage les invisibiliser ou renforcer encore certains types de stéréotypes. Je vous en parle particulièrement parce que hier en soirée, je me disais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour profiter peut-être d'un loisir ou d'une activité culturelle. Et en fin de journée, j'ai fait une petite recherche sur quoi faire Québec. Puis je tombe dans la liste des événements sur un événement, peut-être que vous n'êtes pas au courant, Carrefour international des arts et marchés africains, le CIAMA. Ça se tient du 5 au 12. Je regarde la programmation et je vois qu'ils ont une activité en soirée au centre d'interprétation historique à Sainte-Foy. Je me rends sur place, j'arrive et belle salle, prestations artistiques formidables, etc. Dans la salle, il y avait qu'une vingtaine, quinzaine, vingtaine de personnes. Mais finalement, c'était un genre d'entre-soi communautaire parce que 60-70% de la classe, de la salle était composée des personnes des communautés racisées et quelques personnes publiques, on pourrait considérer comme étant québécois. Et là, je m'approche du directeur qui promeut ce festival, ce Carrefour-là. Karim Sissé, il s'appelle, je ne le connaissais pas. Il me dit que ça fait 10 ans qu'il fait cet événement au Québec. Cette année, il a même pu obtenir des partenariats avec le Palais Montcalm, où ils ont fait le lancement, grande salle, mais peu de monde qui soit venu, etc. En tout cas, peu de monde public local québécois. Et donc là, je disais, mais qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas? C'est quoi? Puis il me dit, mais non, c'est simplement parce qu'on se dit encore quelque chose de communautaire et c'est destiné peut-être aux personnes racisées à se retrouver entre eux et c'est peut-être plus de l'ordre du folklorique, etc. Puis donc, au lieu de prendre ça comme une occasion vraiment de dialogue interculturel, d'altérité, d'aller vers l'autre, mais finalement, on reste sur des préjugés, des stéréotypes qui font que des événements aussi magnifiques, on ne puisse pas s'en saisir. Et j'aimerais faire un lien, je boucle la boucle là-dessus, désolé d'être long, mais c'est vraiment des choses qui viennent m'inspirer et tu en parlais un peu hier, Colette, quand on parle du rôle que les médias doivent jouer en corrigeant ces stéréotypes, en étant des alliés, en mettant de l'avant. Malheureusement, on le sait aujourd'hui, la communication sur les migrants, sur les diasporas, sur les communautés, surtout dans les médias, ça ne va pas dans le sens d'une solidarité, d'une empathie, du dialogue, mais plus du rejet, de la reproduction des stéréotypes. Ou de la peur.
de la peur de l'autre, parce qu'on va, on va toujours les associer encore à des seuils d'immigration. Oui, c'est ce que les politiques disent et ce qu'on rapporte, à des questions de crise de logement, à tous les problèmes qui font en sorte qu'on finit par dire, à intégrer le fait qu'on gère, il faut gérer la diversité. Moi, je dis non, il faut penser la diversité, il ne faut pas la gérer. Si on dit qu'on veut la gérer, c'est qu'il y a un problème, c'est que la diversité est présentée comme un problème. Et là, le Québec, le public au Québec, ben, à force de se faire exposer à ça, mais ne s'intéressera pas parce qu'on voit les autres toujours comme une menace à notre propre identité. Parfait. C'est très bien ramassé. Allez-y, Léla, et vous allez tous les trois répondre à M. Touali. Allez-y. Léla? Je ne sais pas trop quoi répondre. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Je pense que le mot communauté, des fois, on l'utilise par défaut. Et effectivement, moi, par exemple, quand je parle de ma communauté, quand j'écris des reportages, je dis le peuple rome, je ne dis pas la communauté rome. Et je pense que quand on parle, ce serait un mot qu'on ne devrait pas utiliser. Et bref, donc je ne pourrais pas ajouter grand-chose à ce que vous dites. Monsieur Boucala? Moi, par rapport à ce qui a été soulevé, c'est donc le lien entre les représentations et les pratiques, ce qui génère. Par rapport à la diversité capacitaire, il y a quelque chose qui est quand même important. Il y a deux aspects. C'est un biais, c'est la présomption d'incompétence. On suppose les personnes incompétentes. Donc, à partir de là, on va bafouer leurs droits culturels, leurs droits politiques, leurs droits socio-économiques. Donc, ça, c'est un biais qui revient souvent. Et l'autre point dans les analyses qu'on a menées sur la base de données, c'est ce qui ressortait, c'est que les personnes en situation de handicap sont source de conflits. Elles posent des problèmes. Source de conflits. Source de conflits, elles posent des problèmes. Et pour sortir de ça, ce qui était proposé dans plusieurs films, c'était des pensées suicidaires. Où, non, mais c'est vrai, où le personnage mourrait. On acquiert un handicap, qu'est-ce qu'on pense faire dans un premier temps? C'est mettre fin à sa vie, de différentes manières. Et par rapport à ce que tu dis, Destiny, c'est le migrant, à quel mot on l'associe et à quels enjeux on va l'associer. Donc ça, c'est quand même assez important. Et pour déconstruire ça, tu es obligé de la négation d'une image, d'une représentation, c'est une autre représentation. Tu es obligé de créer de nouvelles représentations. Absolument. Avec certaines balises. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Madame Carignan, toute cette question de ramener à la communauté comme si c'était un agglutissement de communauté, alors qu'au fond, le sous-texte du commentaire de Destiny, c'est beaucoup, on construit rien ensemble, on morcelle, on... Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me faisait penser, entre autres, cet automne, je donne un cours qui s'appelle Journalisme, information et risque démocratique aux étudiants où je leur faisais lire justement différents textes qui analysaient la représentation médiatique des migrants puis des réfugiés notamment. Puis c'était vraiment le constat que les étudiants faisaient en lisant ces textes-là, c'est à quel point souvent sont représentés comme un bloc uniforme, monolithique, c'est les migrants, les réfugiés. Donc, on parle sans distinction de gens qui ont des réalités tellement différentes puis qui seraient beaucoup plus humanisés puis mieux compris si justement on va dans les nuances personnelles des gens. Mais on a cette tendance-là pour plein de raisons parce que parfois c'est plus facile en termes de contenu à rapporter, en termes de couverture qui est souvent soumise à tellement de contraintes aussi professionnelles puis économiques dont on parlait tout à l'heure, mais présenter comme un bloc, mais ça déshumanise puis ça fait perdre beaucoup de nuances sur la réalité qui est vécue par différentes communautés, là, que ce soit aussi religieuses, parce qu'on voit la même chose pour traiter de certaines communautés religieuses qui, après ça, vivent beaucoup de stéréotypes. Et ça ramène aussi à l'importance, si on parle des communautés, l'importance des médias communautaires. Donc, je pense à plusieurs collègues, dont Farah Bérubé notamment, qui ont travaillé sur l'importance des médias communautaires pour justement que ces communautés-là puissent se sentir plus représentées. C'est aussi le travail qu'on parlait avec la Converse, mais donc l'importance peut-être de aussi qu'il y ait plus de liens entre les médias communautaires puis les grands médias pour rapporter ces réalités-là, puis se donner là, finalement une visibilité à un l'autre. Et je pense que ça y aurait moyen d'établir des ponts qui sont peut-être pas toujours assez établis entre les médias communautaires puis les grands médias. Mais enfin, j'avais envie de dire là, sur l'événement, donc il était question là, à Québec que je ne connais pas personnellement, mais j'ai été plusieurs années sur le comité de la diversité là, de la ville de Sherbrooke. Puis je pense que parfois, le problème d'événements qui sont très communautaires, c'est aussi la
le chapeau de prof de stratégie de communication qui embarque, mais on communique peut-être pas assez avec les gens qui ne sont pas issus de la communauté pour dire qu'ils sont aussi bienvenus. Puis il y a beaucoup d'initiatives qui ont bien fonctionné chez nous à Sherbrooke parce que justement, on prenait le soin de communiquer en amont le fait que c'était des événements qui se voulaient justement inclusifs puis une occasion d'échange. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'importance de la communication dans ces occasions-là. Je pense que c'est sur cette parole que nous... Est-ce que j'ai oublié une question? Rapidement, Très allez-y. rapidement, est-ce que, donc Déborah Gay, Université de Toulouse, je voulais savoir une question pour vous trois. Est-ce que ce que vous expliquez par rapport aux écoles de journalisme, depuis, il y a une prise en compte des diversités au sens large dans la formation, aussi bien du côté de comment parler de communautés auxquelles on n'appartient pas, que comment avoir des journalistes issus de communautés, non, pas mauvais mot, excusez-moi, ça va pas, mais de minorités, aussi bien du côté du validisme qui peut exister dans les médias que en fait, en production et en représentation. Donc, la question, c'est comment on forme Et aujourd'hui. est-ce que même par rapport à des gens qui sont perçus comme blancs ou blancs et qui, comment vont-ils parler de communautés racisées, etc. Et comment aussi est-ce que lors de la formation à l'université, on commence à avoir ces réflexions-là? OK. Je peux me... Oui, allez-y. Vous avez C'est- été formé à Concordia, je crois? J'ai été formée j'ai À fait un bac l'Université de à Montréal. l'Université de Montréal, j'ai fait le certificat en journalisme, mais en fait, c'est mon cheval de bataille, votre question, alors merci de la poser. En 2007, il y a eu un rapport Bouchard-Taylor dans lequel il est spécifiquement écrit qu'une des raisons pour lesquelles on a eu une crise des accommodements raisonnables est du fait que les journalistes au Québec ne sont pas formés spécifiquement en français pour bien couvrir les communautés culturelles. Il y a eu une recommandation qui disait Absolument. qu'il faudrait qu'il y ait des cours universitaires qui sont donnés dans les universités francophones, je répète et je spécifie francophones, pour mieux couvrir les enjeux qui traitent la diversité. Ce n'est toujours pas le cas. Quand j'étais étudiante, j'en ai parlé à maintes reprises à mon directeur de programme, ça ne s'est pas fait. Je donne un cours actuellement en décolonisation du journalisme à l'Université de Toronto avec plusieurs autres professeurs. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'équivalent à l'UQAM et à l'UDM. Je ne pourrais pas parler pour l'Université de Laval, je ne connais pas le programme, mais je ne pense pas que c'est des cours qui se donnent et je pense que c'est vraiment problématique. Je pense que Vous la avez raison. manière dont on enseigne le journalisme, on ne nous Absolument. apprend pas à réfléchir sur soi-même, on ne nous apprend pas à nous décentrer. Nous, c'est des choses qu'on apprend à notre équipe avant même d'apprendre leur journalisme. Je leur apprends la médiation interculturelle, je leur apprends la décentration, même si c'est des personnes racisées, parce que ça ne veut pas dire qu'on est racisé, qu'on est avec toutes ces connaissances-là. Ben Ça non. aussi, il faut défaire ce bloc monolithique. Hein? Donc, apprendre à se connecter à l'autre, apprendre à comprendre l'autre, apprendre à écouter et apprendre voilà comment on blesse les gens en tant que journaliste. Veut pas, c'est un métier où on blesse les gens. On vient, on pose notre micro, on pose des questions qui peuvent être traumatisantes. Et si on n'apprend pas à comment tout faire pour éviter de blesser, En plus, en plus, donc tout le concept de trauma-informed journalism, community-powered journalism, c'est quelque chose qui s'apprend aux États-Unis beaucoup, qui s'apprend dans des médias civic-led comme nous, mais qui s'apprend dans les médias, dans les universités anglophones. C'est des cours qui se donnent à Humber College, à UBC, à U of Toronto. Il y a une université autochtone qui donne actuellement un programme de journalisme autochtone, ce que je trouve extraordinaire. C'est pas concevable qu'on parle de diversité au Québec puis qu'on n'investit pas sérieusement dans ces initiatives. Alors, on va écouter Mme Carignan et après ça, ce sera à vous, M. Boucalin. Allez-y, comment c'est enseigné chez vous? C'est sûr que chez nous, la formation en journalisme, c'est plus des cours complémentaires en communication. Comme je le disais, c'est notamment quelque chose que j'aborde dans mes cours sur le journalisme, ces enjeux de diversité et de représentation-là. Je pense qu'un problème, puis j'entendais que la personne qui posait la question était de Toulouse, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de formation uniforme en journalisme. Donc, à peu près n'importe qui peut pratiquer le journalisme. En fait, il n'y a pas de contrainte. Si je veux devenir journaliste et qu'un média m'engage, je ne suis pas obligée d'avoir suivi une formation en journalisme. Donc, ça fait aussi que les gens qui arrivent dans le métier arrivent avec des parcours différents, ce qui est à la fois une richesse parce qu'on peut avoir un parcours avec des connaissances politiques, économiques, etc. Mais c'est aussi un défi parce que donc, on n'a pas nécessairement été formé aux mêmes sensibilités. Oui. Donc, le fait de ne pas avoir de formation en journaliste, c'est déjà un défi parce que même si dans certaines formations, j'ai ces cours-là, ça ne voudra pas dire que je les ai suivis avant de devenir journaliste. Donc, parfois, il faut qu'on pense ailleurs. Alors, il faut vraiment qu'il y ait des initiatives peut-être dans les entreprises de presse pour sensibiliser à certains sujets. Je sais que notamment la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
organiser des panels dans ces cas-là. J'ai déjà participé à un panel sur comment traiter la réalité autochtone, mais justement en bâtissant une relation de confiance puis à long terme avec les communautés. Je sais qu'il y a eu des panels sur des enjeux spécifiques de représentation, mais ces panels-là ont la limite de faut être membre de la FPGQ pour être là en général, puis c'est ceux qui sont présents. Donc c'est sûr que ça a vraiment beaucoup de limites et je pense que la situation du journalisme au Québec explique aussi en partie ces contraintes-là. Absolument. Oui, Mouloud? nous, du côté de l'UQAM, on a créé un programme handicap et surditude. C'est le premier programme francophone en études critiques sur le handicap. Donc, il y a différents cours où, au sein des cours, on outille les personnes concernant leurs droits, leur citoyenneté, et on leur explique les différentes approches historiques du handicap, l'approche médicale, l'approche sociale, les approches affirmatives. On les outille sur certaines notions, capacitisme, validisme et autres. Et ces cours sont suivis par les journalistes. Et par certains journalistes. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit une évolution, notamment sur les terminologies employées pour parler du handicap, une personne qui souffre du handicap, une personne porteuse du handicap, une personne qui sont délaissées pour aborder, pour employer d'autres terminologies plus inclusives et plus contemporaines et plus des auto-identifications proposées par les communautés elles-mêmes. Donc ça, c'est quand même assez majeur en milieu francophone en Amérique du Nord. Eh bien, vous êtes content de cette réponse. Écoutez, j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais je crois que nous avons encore une fois réfléchi avec une pensée critique qui nous portera. C'est le dernier